téléspectateurs, vous avez compris ensemble avec moi que l'ambiance est déjà sur ce plateau. Comme on le sait dans les réseaux sociaux, comme demandé par les autorités, les castings est bel et bien respecté. Ils sont là, les têtes pensantes de mon pays. Quand je dis les têtes pensantes, je sais de quoi je parle parce que quand eux analysent, les gens qui dirigent, ils peuvent tirer des choses et s'approvisionner pour aider la RDC à aller de l'avant. La RDC face aux défis à relever, on en parle sur ces plateaux sur la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, CSS Télévision, le reflet de tout un peuple. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Norbert Yamba, lui qui est au cadre de l'UDPS, parti au pouvoir. Actuellement, il est directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur. Donc, il travaille avec le ministre de l'Intérieur, Acelo, Monsieur Norbert Yamba. Soyez le bienvenu. Merci pour l'invitation. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence d'un professeur qui a formé autant de professeurs. Il est là, lui s'appelle professeur Kalele, il est au cadre de la MOUCA, parmi les têtes pensantes de la MOUCA. Professeur Kalele, soyez le bienvenu. Merci. De l'autre côté, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau encore Monsieur Ferdinand Kambere, lui qui est secrétaire général adjoint du PPRD, parti cher à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Il est du PPRD FCC. Monsieur Ferdinand Kambere, soyez le bienvenu. Merci et bonne année à vous, mais aussi bonne année à tous vos téléspectateurs, à tous nos téléspectateurs. Voilà, merci. Je pense qu'on va faire un débat responsable et républicain pour que ceux qui gèrent puissent tirer quelque chose pour que la RDC se développe. La RDC face aux défis à relever, on en parle sur ces plateaux avec mes invités. Mais nous allons prendre trois axes, trois questions principales qui vont faire l'objet de cette émission. Il y a la question sécuritaire. Vous êtes sans ignorer que la RDC est en train de chercher la solution, surtout à l'Est, pour que l'Est soit pacifié. On va en parler sur ces plateaux. Et aussi, le mode d'accession au pouvoir en Afrique pose problème dans plusieurs pays, mais cas de la RDC, on va en parler parce que en 2006, il y a eu des problèmes, 2011, 2018, 2023, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pires? On en parle sur ces plateaux. La troisième question, c'est sur le plan économique. La RDC regorge autant de richesses, autant de potentialités. Pourquoi nous avons une population si pauvre et un budget médiocre et maigre? On en parle sur ces plateaux avec mes invités, mais je préfère commencer avec Monsieur Ferdinand Kambere, lui qui est aussi un ancien ministre également. Monsieur Kalele est aussi un ancien ministre. Je préfère commencer par l'opposition. Je ne sais pas si la résistance ou l'opposition, mais je préfère l'opposition. Monsieur Ferdinand Kambere, la première question à vous. La RDC, ça fait 64 ans aujourd'hui. Ça, c'est une question d'abord élémentaire. 64 ans aujourd'hui. Hier, c'était le 4 janvier. Quoi retenir de cette date? Est-ce que nos martyrs aujourd'hui peuvent être contents de l'avenir de la RDC aujourd'hui? Bon, merci de m'avoir permis de lancer cette réflexion, qui est une réflexion, je crois, importante, surtout à ce moment précis du pays. Nous sommes en train de fêter en réalité le nouvel an 2023. Malheureusement, le pays toujours tourmenté par une guerre injuste, une guerre que jusque-là, la population continue à se demander pourquoi elle nous arrive maintenant. Parce que c'est quand même après 3 cycles électoraux, et que l'espoir du peuple était chaque fois que nous passons d'un cycle à l'autre, que les conditions de vie s'améliorent. Parce que la dividende de toute démarche politique ou tout processus électoral, comme on dit, c'est en réalité le processus démocratique. Le processus démocratique qui, lui, est celui-là qui appelle à ce que la population participe massivement à la gestion de l'État et en soit le plus bénéficiaire.
Mais c'est que jusque-là, nous voyons plutôt un processus où carrément on a abandonné la phase processus démocratique pour ne privilégier que la phase processus électoral. Et de plus nous avançons, plus on parle des élections qui sont calamiteuses. C'est ça, malheureusement, le problème. Mais restons d'abord à la première question. Mais c'est la même. Je suis en train de chuter pour essayer de comprendre votre thématique et de me placer dans un contexte dans lequel on va faire ce débat, pour vous dire que aujourd'hui, je suis en train de me demander, c'est depuis 2006 que nous avons la Constitution, en train de me demander, lorsque je vois ce qui nous gère, si cette Constitution, pour ce qui nous gère, ou la plupart des politiciens, n'est pas restée une Constitution de façade. Que les acteurs politiques, en réalité, lorsqu'ils sont de l'opposition, demandent que cette Constitution soit respectée, mais quand ils prennent le pouvoir, cette Constitution devient un document à jeter dans la poubelle. Parce que ce débat ici n'aurait même plus besoin d'être fait si vraiment pour nous tous cette Constitution était les documents fondamentaux, était les documents maîtres qui doivent diriger les actions de ceux qui dirigent et de ceux qui sont dans l'opposition. Malheureusement. Donc nous sommes encore là, comme tu es en train de dire, et que nous devons nous rappeler les uns et les autres les devoirs des uns et des autres. Et si on les fait mutuellement, avec fraternité, je crois que ça peut encore être bien. Donc, pour moi, le tout va ensemble. Parce que les trois points de votre thématique, en réalité, ne seront réalisés qu'autour d'une démocratie que nous avons voulu pour notre pays, qui est consigné ou consacré dans la Constitution, mais en réalité qui ne donnera les dividendes que lorsque le processus électoral se mariera avec le processus démocratique dans notre pays. Merci, M. Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint du PPRD. Alors, M. Reagan, donnez-moi ici derrière la photo de Lumumba Kasavubu qui symbolise quand même les gens qui ont lutté pour la RDC, soit ce qu'elle est aujourd'hui. M. Norbert Yamba, la première question, toujours dans le même sens. Pensez-vous que nos martyrs aujourd'hui sont contents de l'avenir de la RDC, de la classe politique d'aujourd'hui? Avant d'entrer dans la thématique, il faut commencer. Bon, le martyr, je voudrais d'abord présenter mes RV, mes co-débatteurs, que ce soit Ferdinand, que ce soit le professeur Kalele. Hein, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu et que maintenant on est en 2023. Je suis très heureux, même quand j'écoute la communication de Ferdinand, vous sentez que quelqu'un qui est dans la direction d'aller de manière positive à voir le Congo fonctionner autrement. Et je pense que c'est de manière-là que nous allons devoir relever le défi. Je voudrais également profiter de cette opportunité pour dire que saluer bien entendu vos téléspectateurs, tous nos téléspectateurs, pour cette émission première du genre avec des grandes personnalités ici présentes. La question que vous posez sur nos martyrs, s'ils sont contents ou pas, de l'actuelle classe politique, ils ont payé leur vie pour que la RDC soit... La classe politique est le reflet de ce qu'a été l'environnement politique. La classe politique n'est pas encore suffisamment avancée pour chercher des solutions plausibles par rapport à l'avenir de la société. Pendant autant d'années d'indépendance, on est resté branché sur l'enrichissement. On vient au pouvoir, ça devient une béquille, et chacun qui arrive, il veut se servir, et se servir finalement au détriment de tout un peuple. C'est comme ça que vous avez vu, pendant autant d'années, on a construit des îlots d'abondance dans un océan de misère. Et il n'y a pas longtemps, Ferdinand Kambere avait le pouvoir. Mutatis mutandis pour le professeur Kalele. Aujourd'hui, les gens commencent à se poser des questions. Si avec le maréchal Mobutu Sampateni, avec le Raïs Kabila Sampateni,
Et si on ne se pose pas des questions pertinentes aujourd'hui, ça risque d'être la même chose avec Félix Tshisekedi. Et pour le faire, il faut avoir des pieds sur terre, mais il faut avoir désintoxiquer les émotions. C'est très important. Alors, est-ce qu'ils sont contents? Moi, je dis qu'il y a un problème réel. Aujourd'hui, on est à 110 millions de personnes. Et comme on est à 110 millions de personnes, il y a une gouvernance qui est basée sur une démocratie importée. Alors, cette démocratie-là, nous n'arrivons pas à la pratiquer comme il faut. La tendance générale, la démocratie, c'est les élections. Or, la démocratie, c'est une question de gouvernance. Il y a une pluralité, n'est-ce pas, des acteurs, etc., qui interagissent et pour construire la performance institutionnelle. Mais attention, on peut mettre en place un arrangement institutionnel, mais si on ne résout pas les problèmes de lutter contre la pauvreté, et donc tous les efforts seront tombés dans le néant. Alors aujourd'hui, très sincèrement, la question sur l'économie n'est pas encore mise sur la table. L'économie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est une économie du XVIIIe siècle, une économie de subsistance. Or, cette économie de subsistance, au moment où les amis sont dans des économies industrielles, compagnies, etc., où on produit, on transforme, on commercialise. Chez nous, c'est la production. Et ce n'est pas nous qui sont propriétaires, n'est-ce pas, de moyens de production. Et donc, nous sommes dans une situation où nous n'avons pas de richesses nécessaires pour satisfaire notre peuple. Et la question de la production des richesses n'est pas sur la table pendant les 62 ans. Et donc, si on n'arrive pas à profiter de nos potentialités, comme nous l'avons au Katanga, le panel des géologues vous disent il y a 48 minéraux, 12 n'existent nulle part au monde. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a que des investisseurs étrangers qui viennent, ils prennent, ils vont chez eux, ils ont des industries, ils transforment, ils produisent des richesses, ils produisent de l'emploi pour leurs fils. Mais nous, on reste bras croisés. On n'aura pas des emplois tant qu'on n'aura pas véritablement axé notre engagement, notre détermination vers l'industrialisation de ce que nous avons comme potentialité en termes de ressources naturelles. D'accord. Alors, M. Norbert, je vais revenir vers vous, c'est important ce que vous venez de dire, mais je veux revenir vers vous. Professeur Kalele, quand même, vous connaissez bien l'histoire de notre pays. Quel était l'objectif d'abord de nos martyrs, nos héros, d'avoir réclamé ou demandé l'indépendance? Est-ce que c'était si pressé? Aujourd'hui, on peut regretter que les objectifs de cette indépendance, ce n'est pas reçu. Bonne année d'abord à tout le monde. Merci. À commencer par les voisins les plus proches. Merci, Président. Monsieur Kambere, j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui. Yamba Yamba aussi, quand il était dans la société civile. Je sais qu'il m'a invité à plusieurs reprises au séminaire qu'il organisait. Il y a deux choses à souligner à mon point de vue. Okay. Les martyrs ou les Congolais qui se soulèvent en janvier, dont certains sont tués sauvagement le 4 janvier, réclamaient l'indépendance, la liberté. Parce que le principe est que l'homme naît libre. Quand il constate qu'en refusant le meeting de l'Abaco, ce refus consistait au rejet d'octroyer l'indépendance, il se révolte. Toutes les fleurs doivent leur être jetées en termes de ce geste louable. L'indépendance a signifié quoi en plus? Il faut aller à l'hymne national. Okay.
nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Ok. Je pense que... C'était dans la projection. Oui, c'était dans la projection. Vous ne faites pas, vous ne construisez pas un pays, vous ne construisez pas un discours scientifique si vous n'avez pas des objectifs. Ok. Nous voulons chasser les Belges pour faire mieux qu'eux. Nous étions des esclaves, nous voulons être des hommes libres. Je pense que sur les deux plans que tu appelles objectifs, nous avons failli. Et nous avons largement failli. Largement. Largement failli. Il y a une thématique qui nous permettra de nous étendre là-dessus. La pauvreté, la démocratie. Est-ce que nous avons réussi à être des hommes libres? Je crois sincèrement que non. Nous n'avons pas réussi parce que notre économie, dans ses fondements, dans les accords que nous signons, n'est pas entre nos mains. Elle est dans les mains des autres. Elle enrichit des autres. Nous continuons à être des employés ou des simples fonctionnaires accompagnateurs à qui on donne des miettes. Le gros du gâteau va ailleurs. Est-ce que nous avons réussi à construire un pays plus beau qu'avant? Je dis que non. Ni sur le plan des infrastructures. Quand vous posez le problème du développement, il y a l'aspect quantitatif, c'est les infrastructures. Il y a l'aspect qualitatif, c'est le niveau de vie de la population. Sur les deux niveaux, je constate que les infrastructures nous laissées par les Belges, non seulement n'ont pas été maintenues, améliorées, ont été détruites pratiquement dans tous les domaines. Du point de vue de la qualité de vie, je constate également que, à part quelques nouveaux Belges, ceux qu'on peut appeler les Mindelendombe, c'est-à-dire les Noirs devenus des Blancs, le gros de la majorité de la population vit dans la misère, à tel point que, je termine par là, ma grand-mère maternelle, elle doit avoir maintenant, elle voisine en tout cas les 100 ans, maintenant. Chaque fois que je la rencontre, dernièrement, elle était même chez moi, ici, je me posais la question, Monsieur Kalele, tu es professeur d'université, nous sommes indépendants, mais à quand la fin de l'indépendance? Une question très questionnante. Oui, parce que là, elle trouve qu'il y a une différence dans le sens négatif entre ce qu'elle a vécu avec le Belge dans pratiquement tous les domaines. Merci. Et ce qu'elle vit aujourd'hui avec les Congolais dans tous les domaines aussi. Il y a eu une régression. Merci. Merci, professeur Kalele, au cadre de la Mouka, et Ferdinand Kambere également, monsieur Norbert Yamba. Ouvrons la thématique, mais je retiens par rapport à la première intervention de chacune de personnes qui sont ici que nos martyrs ne sont pas totalement contents. Il y a des choses
à faire. Alors, Monsieur Ferdinand Kambere, j'ouvre cette première question avec vous, la question sécuritaire de la RDC, parce que le sujet là, la RDC face aux défis à relever. Les défis sécuritaires de la RDC, on en parle, mais depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que l'Est de la République, la RDC, n'a jamais été tranquille. Est-ce le problème est parce que nous avons 9 voisins qui nous envient, ou le problème c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas conscient de ce que la RDC représente dans l'Afrique ou dans le monde? Les deux. Les deux, parce que je crois que ça a été développé déjà à l'entame de ces débats par le professeur Kalele et par mon frère Yamba Yamba. Où certes, l'économie, en réalité, elle est tenue par des mains étrangères. Et que nous, les propriétaires, surtout pour nous souverainistes et nationalistes, qui nous réclamons propriétaires de ces richesses, on n'a pas suffisamment de conscience pour y mettre une gouvernance avec une conscience bien tenue, telle que, voilà que c'est la grand-mère du professeur Kalele qui nous le rappelle. Vous, l'indépendance pour laquelle il y a eu des martyrs, la liberté pour laquelle les gens sont morts. Mais maintenant que vous avez cette indépendance, est-ce que les gens ont cessé de mourir? Elle veut donc bien voir qu'avant de se reposer pour l'éternité, qu'on mette fin à cette indépendance. Pourquoi? Parce qu'elle était tronquée, cette indépendance-là. Elle nous a été comme donnée en cadeau, ça que nous ne comprenions pas les tenants et les aboutissants. Et que donc, ceux qui croient qu'il faut continuer à lutter pour la réelle indépendance, pour la vraie indépendance, ont raison. L'indépendance donnée en 90, apparemment on n'a pas été conscient, c'était simplement remplacer les Belges pour devenir les Belges aussi comme eux, rouler dans des voitures comme eux. En tout cas, les deux co-débatteurs l'ont dit. Et que donc jusque-là, nous n'avons pas encore eu cette classe politique qui croit qu'il faut travailler pour les pays, qu'il faut travailler pour le peuple. Donc nous avons faut une classe mettre le peuple inconsciente. C'est exact, ça veut dire mettre le peuple au travail pour que le peuple vive de son travail. C'est en réalité cela. C'est tout le monde qui prend la carrière politique comme une profession, comme un travail où je suis politicien, je suis un fonctionnaire, donc je dois vivre de ça. Et ça, je crois qu'on est mal parti. On est mal parti. De manière, comme je l'ai dit au début, chaque fois que, même lorsque nous mettons en place, si tu prends tout ce qu'il y a déjà eu comme conférence nationale, tout ce qu'il y a eu comme table ronde, tout ce qu'il y a eu comme... Chaque fois, nous laissons quelque chose derrière, que ce soit à 60 avec ce qui était à la table ronde. Vous avez vu que pour eux, la table ronde économique, c'était peut-être quelque chose de peu. C'était important qu'ils viennent devenir qui l'autre président de la République, qui l'autre premier ministre, l'autre ministre et d'autres gouverneurs. Ça suffisait sans qu'ils ne comprennent et même comment ils vont gérer la richesse. Et on est resté dans ces pièges-là et chaque fois, les étapes, quand nous croyons les avoir franchies, mais nous restons piégés sous le plan économique. Actuellement encore, avec le pouvoir qui est là, nous avons expérimenté le premier cycle électoral dans ce pays, nous avons expérimenté le deuxième, avec tout ce qu'on pouvait dire, et on a cru qu'avec l'avènement des opposants, d'hier, qui ont fait quand même 32 ans dans l'opposition, tout de suite, il y avait un plan pour redresser ce que nous disons ici, ce que nous déplorons. Mais tout de suite après, vous avez vu ce qui s'est passé. C'était d'abord les coalitions va-et-que-vaille, dissolution de coalitions pour aller prendre maintenant des coalitions ou des alliances qui jusqu'à aujourd'hui nous causent des problèmes parce que nous parlions là de la sécurité à l'Est. Et comme vous le savez, le Rwanda et l'Ouganda utilisés par les Occidentaux deviennent comme des pays puissants, alors qu'en réalité,
ce qui nous piège, ce sont les derniers bénéficiaires de tout ce qui est pillé sur ce sol-là. Parce qu'entre-temps... Les derniers bénéficiaires, vous voulez dire? Mais bien sûr, parce que l'or qui est pillé, les coltas, tout ce qu'on appelle tantalite, et tout ce qui est en train d'être amené, ce n'est pas... le dernier pays, ce n'est pas le Rwanda. Le dernier pays, ce n'est pas l'Ouganda. Ce ne sont que des pays de transit pour que ces minéraux, je crois qu'on l'avait dit ici, aillent dans des pays qui, eux, comprennent ou le recherchent. Et nous nous contentons, comme on a dit, de sortes de commissions que nous recevons à terme de miettes sur ce plan-là. Je parle sous réserve d'être contredit par mon aîné, le ministre Kalel, qui lui a dirigé les mines. Et que donc le pays, à terme de pays, ne reçoit que des miettes, mais lorsqu'elles sont là, comment elles sont elles aussi gérées par ceux qui gèrent le pays. Donc c'est cela, la guerre à l'Est. Donnez-moi la photo des soldats, s'il vous plaît. La guerre à l'Est risque de tirer à longueur tant que les Congolais ne sauront pas se mettre ensemble et croient que c'est le même qui nous tracasse, les mêmes qui sont utilisés par les Occidentaux pour déstabiliser là-bas, sont eux qui vont trouver des solutions. Les Occidentaux, ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas les infiltrés à l'intérieur, s'il n'y a pas de Congolais traîtres. Mais c'est à cela qu'on vous a dit que la classe politique qui est là, tant qu'elle ne prend pas conscience, elle croit qu'il suffit d'accéder au pouvoir et par le fait d'être au pouvoir, sans donner le travail, c'est ce que nous avons appelé ici un processus électoral, tant qu'il n'est pas lié au processus démocratique, parce que le processus démocratique, c'est quoi? C'est ce qui est dans la Constitution comme conception du pouvoir, de gestion du pouvoir, où vous avez un pouvoir central, vous avez un pouvoir qu'on appelle régional aussi, au niveau de la province, mais vous avez aussi le pouvoir au niveau des entités territoriales décentralisées. Il a plu aux constituants que celles-là qui gèrent plus la population, c'est des entités territoriales décentralisées. Dans les systèmes anglo-saxons, c'est ce qu'on appelle le pouvoir local, le pouvoir local. Mais que depuis 2006 que nous avons la Constitution, aujourd'hui nous sommes en 2023, non, la préoccupation c'est prendre le pouvoir à Kinshasa, le reste ne les concerne pas. Tout au plus on ajoute les quelques provinces, mais le pouvoir local, où en réalité vit la population, on s'en fout de ça. C'est ce que j'appelle un processus démocratique inachevé. Tant que nous n'y pensons pas, tant que nous n'y pensons pas, et que nous prenons des élections comme juste un mode d'accès de ceux-là qui seront des commissionnaires, de ces millionnaires qui viennent avec des millions, mais qui retournent, des millions qui retournent dans leur pays, mais dont peut-être une petite partie reste ici et que certains se partagent sans qu'il y ait des dividendes pour multiplier, ajouter aux infrastructures que les Blancs, les colons belges ont laissées. On parle à peine de l'hôpital Mamayemo, d'un côté, mais nous avons ajouté combien? Les routes asphaltées, nous avons ajouté combien? Et pourtant, contrairement à l'époque, et moi je donne raison à la grand-mère du professeur Kalele, à cette époque, il y avait combien d'intellectuels congolais? Mais aujourd'hui, qu'il y en a maintenant, parce qu'en termes de plan quantitatif, sur le plan d'élite, nous pouvions dire, à terme de ce qui est en train d'être produit comme professeur dans plusieurs universités, que nous ne pouvons plus mettre l'accent sur ce plan-là. Mais sur le plan de la mentalité, on n'a rien changé du tout. Au contraire, c'est devenu pire qu'avant. Merci, on n'a rien changé. Au contraire, c'est devenu pire. M. Norbert Yambemba, cette question elle est tellement importante parce que aucun pays ne peut s'y développer si l'insécurité règne. Alors, nous voulons d'abord comprendre pourquoi la RDC n'arrive pas à être un pays où règne la paix. C'est parce que nous avons les richesses que les autres n'ont pas, ou parce qu'il y a les infiltrés en RDC, ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC. C'est parce que nous avons les richesses que les autres n'ont pas, ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que les autres n'ont pas. Ou c'est parce qu'il y a les infiltrés en RDC que
ou soit il n'y a pas une bonne politique pour sécuriser ce qu'on a. Il y a une classe politique inconsciente, comme M. Ferdinand vient de le dire. Merci. Merci Delphin. En fait, vous avez vu ma réaction lorsque je suis arrivé ici. Je ne savais pas qu'on allait faire un débat, mais quand j'ai vu le casting, j'ai dit ok, ça y est, il faut y aller. Parce que là, c'est Ferdinand Kambere, qui est connu par sa modération, par son intelligence, sa pertinence. Il y a le professeur Kalele, tous sont dans l'opposition, mais ce sont des gens qui savent comment dépasser leurs opinions pour aller vers la rationalité. Et je voudrais, pour cette première émission, que nous puissions faire un petit effort. Un petit effort de ne pas trop se lancer des boulets rouges et d'aller dans la direction de chercher des vraies solutions. Des vraies solutions, parce que sinon alors, on va rester des siècles comme ça et on n'avance pas. La question de la gouvernance, c'est une question importante, mais la gouvernance obéit à quel paradigme? La gouvernance dans notre pays obéit à un paradigme hérocentrique. C'est l'idéal de la civilisation occidentale qui a permis de construire les institutions chez nous, ce que nous appelons les systèmes politiques. Et ces systèmes politiques s'inspirent d'un droit qu'on appelle droit gréco-romain ou romano-germanique. Donc, nos traditions, nos héritages traditionnels n'ont pas été mis à profit pour penser un système politique qui correspondrait à nos réalités. Ça, c'est la première chose. Et le fait que nous n'ayons pas un enracinement institutionnel, nous avons importé des systèmes étrangers, et bien voilà, ça nous bloque. Ça nous bloque parce que ça ne correspond ni à notre attitude, ni à notre comportement, ni à notre mentalité. Et nous devenons tous comme des gens qui répètent, n'est-ce pas, les dispositions constitutionnelles, les lois, les textes réglementaires, etc. Mais on n'intègre pas ça parce que ça ne correspond pas à notre culture. Moutandis, pour notre système éducatif. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure, bon, on a des intellectuels, il y en a même plus. À 60, on était 13 universitaires, etc. Aujourd'hui, c'est 2 millions dans les différents secteurs de la vie. On dirait que personne n'existe. Pourquoi? Ces intellectuels également sont des hommes et des femmes désintégrés, désarticulés par rapport à nos réalités, parce que ce soit les livres, que ce soit les contenus, que ce soit la formation, elle est fondée, elle est choisie par les mêmes personnes qui viennent et qui veulent exploiter véritablement nos richesses. Moutandis. Donc nos produits sont orientés vers leur système. Bien entendu. Un système qui est à leur avantage, pas... Bien entendu. Que ce soit la religion, que ce soit l'éducation, que ce soit les systèmes politiques. Tous ces éléments faisant combine travaillent au service de puissance d'argent. Raison pour laquelle ils ont mis en place ce qu'on appelle les systèmes hérocentriques à rentabilité externe. Tous ceux qui travaillent ici, le professeur Kalele a été assez éloquent par rapport à ça, eh bien, travaillons, ramenez-nous les brides, nous allons transformer les industries chez nous, et vous êtes là juste pour fournir les matières premières. Alors maintenant, cette économie de substance, cette économie de cueillette, continue chez nous. Et depuis le 19e siècle, ils sont dans l'industrialisation, ils transforment ce qu'ils ont comme potentialité, ce qu'ils viennent tirer ici, etc. En termes de dividendes, nous n'avons rien. Alors, nous avons une difficulté sur le plan politique parce que le système est importé. Nous avons les difficultés sur le plan spirituel parce que le système est importé. Vous allez en Asie, vous trouvez les Asiatiques, ils ont leur philosophie, ils ont leur dieu, etc. Vous allez en Europe, aux États-Unis, compagnie. C'est là, l'Africain, il est judéo-chrétien, il est musulman, etc. Donc, nous n'avons pas notre part ontologique, nous n'avons pas notre leadership, nous n'avons pas notre autonomie, nous n'avons pas notre génie, nous n'avons pas notre spiritualité authentique. Et tout cela nous met en position d'être des bébés sous biberon. Et alors maintenant, faut-il accuser les gens pour le moment?
vous l'avez vu, hein, depuis 1960, et même avant 60, on est en train de vivre ce qu'on appelle la diplomatie du vocabulaire. C'est un professeur de l'université de Genève qui a développé cette théorie en disant que parfois on a une innovation sémantique, mais en fait ça dit la même chose. On a assisté à la traite négrière, et puis la traite négrière, on arrive à la colonisation, et de la colonisation on arrive à la néocolonisation. Et la guerre froide, aujourd'hui, c'est la révolution numérique. C'est la même chose. C'est la même chose, mais c'est une diplomatie de vocabulaire. C'est une liste innovante, sémantique, qui change au fil du temps, etc. Et là, on nous ramène, soyez développés, vous êtes émergents, vous êtes ceci, etc. Vous allez aux États-Unis, on ne parle même pas de question de développement. Vous parlez en France, etc. Il n'y a que chez nous. Entre-temps, nous-mêmes, parce que nous avons été embrigadés par des approches importés. Et donc, nous ne faisons pas un débat de fond. On est en train de parler de la question de la démocratie. Et quand vous entendez un intellectuel congolais vous parler de la démocratie, Mutatis Mutandis, même en Afrique de manière générale, il reproduit le principe directeur de l'Occident, qui fonctionne en fonction de son paradigme hérocentrique. Or, nous avons besoin de construire notre propre paradigme. Il faut que nos intellectuels soient en mesure de faire des propositions qui relèvent véritablement d'une certaine innovation à l'africaine. Ça, ce n'est pas fait. Alors maintenant, si vous respectez les principes, or ces principes sont des pièges, mais vous aurez le même résultat. Et c'est ça justement la situation. Peu importe ceux qui sont au pouvoir. Et c'est comme ça que vous avez vu avec le maréchal, maréchal Mobutu, avec Kabila. Aujourd'hui, il y a 4 ans, on vient de remettre le pouvoir, on vient d'avoir le pouvoir par l'UDPS et son président, etc. Mais la tendance générale, c'est pratiquement de revenir sur la démocratie occidentale, de revenir sur le système économique occidental, de revenir sur le système sanitaire, de revenir sur le système politique. Or, tous ces systèmes ont été conçus dans le sens de nous flageller, de nous fragiliser, de nous niveler vers le bas. D'où il faut aller maintenant dans la direction. Nous allons revenir sur cette question. La question sécuritaire, mais c'est un même, parce que ça, c'est aussi un point. Mais revenez sur cette question. La question sécuritaire répond au pays. Okay. Les États-Unis, pendant 244 ans d'indépendance, les États-Unis ont fait 241 ans de guerre. La guerre est devenue l'industrie la plus productrice de richesses. Et donc, aujourd'hui, et je vous avais parlé... Donc la guerre profite aux forts, les faibles... Bien entendu. Et la révolution numérique aujourd'hui, qui porte sur la transition énergétique. Il faut avoir des minéraux comme cobalt, comme lithium, comme coltan, comme nobium, etc. Dans tous les différents sites où l'on trouve ces minéraux-là, qui sont des minéraux de prédilection, on les appelle des minéraux stratégiques, il y a des poches, n'est-ce pas, d'insécurité, il y a des guerres récurrentes. Pourquoi? Simplement parce que l'Occident qui a mis en place son paradigme est en train de robotiser la sous-région comme des courtiers, des sous-traitants, est en train de recruter à l'intérieur de la République des volontaires qui sont des éléments, des relais, qui travaillent dans une sorte de convergence d'intérêts avec les multinationales pour insécuriser le pays. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui, sincèrement, que nous puissions réfléchir sur de nouvelles voies. Le professeur Kalele, qui a produit plusieurs docteurs, vous avez la responsabilité aujourd'hui de nous produire des thèses utiles, des thèses qui rivalisent les thèses occidentales. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de compilation. Pas les plagiats, pas d'idées déjà. Non, c'est pas un problème de plagiat. La compilation. On réunit les éléments pris dans tel ou tel livre, mais on ne regarde pas ce que nous avons été, ce que nous sommes, et ce que nous allons devenir. Et donc nous fonctionnons par la volonté de ceux qui ont voulu que nous fonctionnions de cette manière-là. Mais nous ne fonctionnons pas par rapport à la volonté que nous devons véritablement déterminer notre direction de travail, travailler dans une perspective long-termiste. Ça, c'est une question importante pour laquelle nous devons nous engager tous, peu importe le régime. Il faut poser des questions de fond.
Nous faisons quoi dans le système économique au moment où nous n'avons pas des industries? Nous faisons quoi dans le système éducatif? Nous faisons quoi dans le système politique? Si nous n'avons pas de réponses par rapport à tout ça, on va rester encore un millénaire sans pouvoir sortir de cette situation. Professeur Kalele, vraiment j'ai de la chance de vous avoir sur ces plateaux parce qu'il y a des questions qui restent en l'air. On a besoin de vous comme un vrai scientifique, un professeur qui peut donner l'orientation à sa nation. Alors, pourquoi ces problèmes de l'insécurité demeurent en RDC? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je voudrais qu'on nuance. J'entends souvent les gens dire pendant la colonisation, il n'y avait pas l'insécurité comme on l'a vu aujourd'hui. Okay. Je voudrais qu'on nuance. Aidez-nous, voilà pourquoi vous êtes là. La guerre à l'Est est d'abord et avant tout une guerre économique. Ok. Là, vous affirmez. La colonisation, c'est une conquête économique. Les gens, les Blancs sont venus, sont allés en Amérique latine, en Asie, sont venus en Afrique pour chercher de l'argent. C'est l'argent qui permet d'améliorer les infrastructures, d'améliorer les conditions de vie des populations. Il faudrait rappeler aux Congolais que quand les Espagnols et les Portugais atterrissent en Amérique à la recherche de l'or, ils ont liquidé des races entières. Les Aztèques, les Incas, les Mayas, on les a liquidés complètement. Pendant la colonisation, il y a des peuples qui ont été occupés jusqu'à l'indépendance. Au Kasaï occidental, les Bassalampassou, c'est du côté de Sassanga, je crois. Tous ceux qui osaient s'opposer à la colonisation ont été occupés. Il y a eu un état de siège. Mon ami Yamba Yamba ici est un tété là, descendant des Ngongolo-Etete. Il sait ce qu'on a fait des Ngongolo-Etete et des tétés là. Il doit être au courant de thèses de doctorat qui ont été dirigées par des Américains de la fondation Rockefeller à Lubumbashi. Qu'est-ce qui a poussé et qu'est-ce qui pousse encore les Tétels à résister plus que les autres? C'est Ngongolo-Etete. Monsieur Flamand, qui a écrit sur Ngongolo-Etete, dit « Ce monsieur-là a causé des misères à la force publique. Je n'ai jamais rencontré un peuple aussi résistant que le peuple de Ngongolo-Etete. » Donc les gens ne se sont pas soumis pendant la colonisation. Vous allez Moussiri. Moussiri, il a été tué comment? Et pourquoi? Donc, là où l'on a voulu empêcher le colonisateur à piller les richesses, il a réagi brusquement. Ngoyi Mukalabushi, c'est le Katanga, c'est les Baemba.
Et lorsque vous arrivez dans les années 58, le Katanga, le Sud Katanga et le Sud Kasaï n'ont pas été en paix. Sinon, comment vous expliqueriez la guerre Balou-Balouloua? L'expression le Congo utile. Les Blancs ont décidé, à cause de la résistance, que on pouvait laisser à Lumumba, Kinshasa et les autres coins, mais jamais lui laisser le Sud Katanga et le Sud Kasaï. Les populations se révoltaient, parfois de petits groupes qui étaient facilement matés, ou des individus qui étaient jetés en prison. Relisons attentivement le discours de Lumumba du 30 juin, comment on a traité tous les Congolais qui résistaient. Mais ce discours est éloquent, il nous renseigne que la colonisation n'était pas un règne de tout repos, il y avait résistance. Ce qu'on a vécu en 60, c'est ça qui se reproduit aujourd'hui à l'Est. Les richesses, c'était au Katanga. D'abord, c'était à l'Équateur, avec le caoutchouc. C'est Léopold II. On a liquidé les gens de l'Équateur à tel point que la population congolaise estimée, quand le Belge entre à 40 millions, ne reste plus qu'à 14 millions avec Léopold II. C'est le caoutchouc rouge qui constituait la richesse. Et tous ceux qui résistaient pendant la colonisation ont été liquidés, comme les Incas, les Mayas, etc. Je veux dire que il faut nuancer, mettre un bémol, que il n'y avait pas que la paix. Toute résistance à l'enrichissement des colonisateurs était noyée dans le sang. Aujourd'hui, on trouve que l'Est de la République, le Nord Kivu, l'Ituri particulièrement, recèle de loin plus de richesses que le Katanga, le Sud Katanga et le Sud Kasaï. Bon, je ne sais pas ce qui est arrivé après, mais je me rappelle simplement que le dernier arrêté que j'ai signé comme ministre de Mines, c'était l'inventaire de nouveaux minerais à l'Est. Oui. Le tout dernier. C'est scandaleux ce qu'il y a là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Dieu était distrait ou bien il était ivre? Ce qu'il a jeté comme richesse dans cette partie-là. Est-ce que les Congolais sont conscients de ce que Dieu nous a donné? Non. Parce qu'apparemment, c'est ça la source de nos problèmes. Parce que vous avez dit, la guerre est aussi économique. Non, je n'ai pas dit qu'elle est aussi. Je dis qu'elle est essentiellement économique. Okay. On se bat pour avoir de l'argent. Les histoires de politique, de religion et tout ça, ce sont des ajoutes. Ce sont des ajoutes. Parce qu'il est très bien dit, quand vous analysez à fond les
le paradigme religieux, les évangéliser jusqu'à la moelle des os afin qu'ils nous soient très soumis. Faire tout pour éviter qu'ils ne s'enrichissent. Ils deviendraient dangereux. Donc, une arme utilisée pour affaiblir le... Mais c'est clair. On n'a pas besoin de faire des thèses de doctorat pour le démontrer. Ce qui se passe à l'Est, je dis, c'est une guerre économique. Okay. Vous avez le malheur d'avoir des richesses parmi les richesses stratégiques les plus recherchées aujourd'hui. On ne peut pas vous laisser tranquille. On doit vous faire la guerre. Si on trouve que vous êtes faible, on vous impose l'air là. À défaut de vous faire disparaître, merci. On vous soumet à un type d'esclavagisme. Merci. Mais comme nous, c'est Cambert qui l'a dit, Chité. Comme nous ici, on croit qu'il faut chercher de l'argent pour compter, pour avoir le plus de femmes possible, dont on ne connaît même pas le nombre d'enfants. Merci, professeur Kalele. Pour boire, pour aller boire en Europe, etc. etc. Merci. Donc, certains Congolais sont dans la distraction. On vous amène à être distrait pour mieux vous voler. Merci. Alors, je peux avoir la photo de le président rwandais, Kagame, et le président Félix. J'aimerais bien qu'on ouvre cette boîte parce que, professeur Kalele dit, cette guerre est essentiellement économique. Mais la bonne volonté, M. Ferdinand Kambere, de l'actuel président de la République, vous vous rappellerez, en 2012, à moins que je me trompe, il y a le président français qui était ici, il avait dit le problème de la RDC, que la RDC ne veut pas partager ses richesses avec ses voisins. Tshisekedi arrive au pouvoir, il s'est dit, c'est quoi le problème du Rwanda? C'est quoi le problème de l'Ouganda? C'est quoi le problème du Burundi? Ainsi de suite. Faisons les accords, ou soit signons des choses pour que nous puissions faire les choses de la manière responsable. Est-ce les accords signés, ça a suscité le problème que vous avez déjà peut-être mis à côté? Monsieur Delphin, là vous ouvrez... une boîte à Pandore. Peut-être que vous voulez que mon frère Yamba Yamba demande qu'on évite. Non, non, mais je crois que le sujet est important. Le sujet est important et on est revenu là-dessus. Ok. Le professeur vient de vous dire, peine n'est plus d'écrire des thèses de doctorat pour savoir par où commencer. Et les interpellations viennent de partout. Je lis certains acteurs politiques, parfois de ceux-là même que nous accusons d'être derrière les malheurs congolais, parce qu'ils recherchent l'Herman Cohen qui hier disait, partager, comme vous venez de citer, Sarkozy. Herman Cohen était aussi de ceux-là qui disaient que les Rwandais ont plus d'argent que vous, laissez-les venir exploiter les minéraux chez vous et contentez-vous des dividendes. Mais ces derniers propos ont changé radicalement en disant non. L'insécurité, comme l'avait dit Yamba Yamba, à l'Est, en réalité, on recrute les gens pour former des groupes armés, ça veut dire déstabiliser davantage. Parce que lorsque le professeur Kalele veut concevoir un code minier qui sera plus ou moins à l'avantage du peuple congolais, et que ceux-là qui ont besoin de ces minéraux vont considérer qu'on veut donner de l'argent à ces Congolais et on ne les réussira plus jamais, et alors à ce moment-là, ils passent par l'autre route de l'instabilité. Ils recrutent parmi nos frères, nos compatriotes, ils recrutent et au Rwanda, et on évente des faux motifs de la guerre, comme ce que tout le temps débite le président Paul Kagame. Notre malheur, c'est que nous avons appris que les régimes, alors que pour nous, par exemple du PPRD ou du FCC, nous considérions que le président Félix a beaucoup plus de chances d'être plus indépendant vis-à-vis de ces gens-là, du fait que
il vient au 3e cycle comme président de la République et qui n'avait pas besoin de ces accords dont vous parlez. Il n'avait pas besoin de ça parce que le Congolais n'avait pas besoin de ramener les M23. Aujourd'hui, que ce soit les Occidentaux, créer l'harmonie avec le pays voisin, il y en avait déjà. Bon voisinage, c'est aussi un moyen de... Il y en avait déjà parce que c'est d'abord le respect mutuel, les bons voisinages. Il y a des règles pour gérer tout ça. Ce n'est pas d'aller signer surtout des accords compromettants sur le plan de la distribution des richesses nationales. Lorsqu'on sait que c'est verrouillé déjà dans notre constitution. Nous avons la chance que jusque-là on parle des accords, nous ne les connaissons pas parce que ce sont des accords qui n'ont jamais été présentés au Parlement et donc des accords ignorés jusque-là. Oui, elle a dit les accords commerciaux, il a dit, il n'a jamais publié ça en tout cas. Même Mbosso, je ne sais pas si, en parlant des accords, lui-même a dit qu'au niveau du Parlement, ce sont des accords qui ont été ratifiés. C'est la chance de notre peuple. Donc, je voulais simplement dire que Yamba Yamba a dit que quand nous parlons de la démocratie ou du processus démocratique, parfois, c'est la reproduction de ce qui nous est imposé par le blanc. Je dis, nous ne sommes pas obligés. Même en parlant du processus démocratique dans notre pays et du peu qui est prévu dans notre constitution, du sommet jusqu'au pouvoir local, lorsqu'on reconnaît le pouvoir coutumier, on ne nous impose pas de réfléchir comme les Occidentaux. Et ce mot-là, démocratie, mais ils sont derrière tous ces gens-là pour influencer peut-être. En tant que concept, pourquoi nous considérons que c'est un concept occidental? Même nos pouvoirs coutumiers fonctionnaient démocratiquement en tant que pouvoir qui savait associer la majorité de la population dans les structures du pouvoir coutumier. Alors nous ne pouvons pas tout le temps croire que lorsque le monde peut être plus développé par les Occidentaux, que venant, il est étranger par rapport à nous. Non. C'est à nous de concevoir la démocratie que nous voulons, dans les termes que nous voulons, et lui donner des paradigmes. Si ce n'est pas égocentrique, alors communautaire, ou communautaire s'il est encore un mot imposé ou importé par les autres, parce qu'ils veulent que nous restions communautaristes. Non. L'Africain n'a pas toujours été communautariste. Est-ce qu'on est indépendant de le faire? Nous sommes indépendants de le faire. Et nous avons plutôt besoin d'un leadership qui comprenne cela. Partout où ça marchait, c'est d'abord le leadership. Et je suis d'accord avec le professeur Kalele lorsqu'il pense que c'est vrai, on peut bien développer les théories dans des thèses de doctorat et ceci, mais il faut toujours qu'il y ait un meneur qui comprenne et que maintenant les autres suivent aussi. Parce que chaque fois qu'il y a un meneur, mais qui n'est pas suivi par les autres, et qu'ils vont comploter avec les voisins pour mettre une opposition qui compromettent l'avancement ou le processus, comme je l'ai dit, électoral et démocratique à mal, et alors à ce moment-là, on attend longtemps. Je suis d'accord avec le professeur Kalele quand il dit que la résistance contre l'occupation ou contre la colonisation, elle a existé un peu partout. D'abord pour déloger l'arabe qui était dans l'est du Kivu. Les Belges ont dû se battre et ce n'était pas une petite guerre. À Beni aujourd'hui, on parle des EDF. Il y avait ce qu'on appelait des hommes léopards. Et il n'y a pas que ça. Il y a eu des populations entières, comme il dit, du fait de cette résistance contre ce qu'ils considéraient comme l'oppression, qui ont été déportés d'une province à une autre et qui ont été déplantés, s'il faut les appeler comme ça, et qui aujourd'hui peut-être sont à Beni alors qu'ils étaient du Kassai, ou alors qu'ils étaient peut-être du Sud Kivu, par la volonté du pouvoir colonial qui était là, parce que dans ce que nous appelons l'exploitation de nos richesses, ils avaient besoin aussi d'avoir une administration du territoire, l'administration politique du territoire.
Et c'est ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous aussi, pour bénéficier de ces richesses, nous avons besoin d'une administration du territoire, administration politique du territoire, qui puisse aider au moins à faire participer un grand nombre à la gestion de la chose publique. Le malheur, c'est lorsque vous avez un leadership, mais qui croit que par un groupe d'individus, ils vont seuls gérer et que les autres vont les observer. Donc, un leadership d'exclusion. Un leadership d'exclusion. Et à ce moment-là, on passe dans quoi? Dans le népotisme, dans la tyrannie, dans ceci, et surtout, lorsqu'on ne veut même plus que les autres s'expriment. Certaines opinions vont en prison librement, mais d'autres non. Ils sont privilégiés. Merci. Et à ce moment-là, nous sommes en train de perdre de tous les efforts consentis depuis qu'on a recherché. Les bases déjà jetées par de la d'autres. conférence nationale souveraine, je parle de Sun City, je parle de tout ce qu'il y a eu, par exemple comme la conférence de la CENCO ici. L'idée c'était toujours d'avancer et que rien ne nous est imposé. Donc sous ces régimes, les pays... Et qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Voilà. Par rapport à ça. Merci. Parce que, par exemple, ce que on a appelé la résistance contre la colonisation, jamais le Rwanda n'avait eu la liberté d'entrer chez nous comme il le fait maintenant. Ni l'Ouganda. Jamais, jamais. Merci. C'était les populations locales qui s'organisaient et qui organisaient la résistance contre l'oppression. Voilà. Mais jamais des pays voisins ne se sont immiscés directement comme ça dans cette occupation qui est en train de se passer. Merci, M. Ferdinand. J'ai vu... Bon... Je tenais que nous puissions éviter les débats vraiment trop... Mais lorsque les questions sont tendancieuses... Mais quand même, c'est important. Mais il y a une question qui me passe à la tête. Sous votre gestion, il semblerait qu'il y avait un accord que les services rwandais pouvaient entrer en RDC 24 heures sur 24 heures. Ça, c'était une forme de... Je sais pas, je vais revenir vers vous. Bon, de toute façon, je suis là pour répondre. Voilà, si c'est maintenant, si c'est après, je suis là pour Monsieur Norbert Yamba, je précise bien que vous êtes au cadre de l'UDPS. Nous voulons les solutions pour la RDC, pour que la RDC ait la paix. En écoutant monsieur Ferdinand Kambere, c'est comme s'il y a un problème de leadership aujourd'hui au sommet de l'État. Je me rappelle, il y a un prêtre qui a dit, Kagame, que nous voyons ici, il est plus leader que certains présidents en Afrique. Il a un petit pays, mais son pays est en train d'être bien vendu, même à l'extérieur. Et ce problème fait à ce que nous puissions avoir le problème qu'on a aujourd'hui à l'Est, manque de la vision, manque de leadership. Non, manque de vision, mais on est en train d'avancer. Manque de leadership, on a un leadership. Okay. Certainement que, bon, il faut savoir des dispositions pour davantage améliorer la performance du leadership. Okay. Le leadership n'est pas le leader. Le leadership est différent de leadership. Le leadership, c'est toutes nos institutions, tous les systèmes et les sous-systèmes qui sont opérationnels au Congo et qui apportent des solutions, minimes soient-elles, à quelque niveau que l'on soit, pour que la performance institutionnelle s'installe. Et le leader, c'est pratiquement le chef de l'État. Mais pour que ce soit un leadership transformationnel, il faut avoir des hommes et des femmes qui se retrouvent dans les différents systèmes, mais qui partagent la même vision avec vous et qui vous permettent véritablement d'avancer. Lorsque vous avez des hommes et des femmes qui n'ont pas le cœur d'un ouvrage et qui visiblement veulent reprendre les mêmes réflexes du passé, veulent reprendre le manquetum, le manqueta, les séquelles qu'ils ont subies dans d'autres systèmes, ces séquelles qui ont été préjudiciables pour la République, là vous avez un danger public. Je voudrais justement préciser ici, quand mon frère Kambere parlait de la démocratie. Effectivement, je partage avec vous, chaque société doit avoir une manière de vivre, une manière de gouverner, une manière. Et nous avons connu, c'est pas une manière de gouverner. C'est comme ça que même les Occidentaux ont imité la constitution malienne de 1236. On appelait ça Kurunkonfuga, avec 44 articles. C'est que nous avions une manière de gouverner. Ce que je parle maintenant, je ne parle pas de la démocratie de manière générale. Okay. Je parle de la démocratie à l'occidentale. Okay. Et la démocratie qui est utilisée chez nous, elle est fondamentalement à l'occidental. Elle est hérocentrique. Elle a été pensée pour que nous puissions servir
de fournisseurs de matières premières et qu'ils aident des hommes et des femmes qui travaillent pour eux et qui construisent une mendicité internationale, et en mettant en place un système patrimonial. C'est-à-dire, en fait, ils recrutent des courtiers, ils recrutent, n'est-ce pas, des commissionnaires qui travaillent pour eux. Et quiconque qui s'élève et qui dit le contraire de ce qu'eux pensent, il est éliminé. C'est comme ça que les gens comme Lumumba, les gens comme Kwame Nkrumah, des gens, on l'a vu dernièrement avec Laurent Kabila et compagnie, etc., ne pouvaient pas résister. Donc, cette démocratie à l'occidentale est un virus pour nous et pour lequel nous devons naturellement travailler pour inventer. Quand je parle des thèses, des rivalités, c'est-à-dire que je suis en train de réfléchir sur les innovations innovantes. C'est-à-dire, en fait, il y a des choses liées communes. On peut parler du micro, on peut. Comment pouvez-vous imaginer que lorsque on a autant de minéraux, etc., et que vous savez que la force occidentale, c'est autour de l'exploitation de ces minéraux, et que chez nous, à l'interne, nous n'avons pas des hommes et des femmes qui nous proposent des technologies qui nous permettent véritablement de valoriser, d'apporter une plus-value à grande échelle par rapport aux potentialités que nous avons. C'est de ça que je parle. Je voudrais également tranquilliser Ferdinand, comme le professeur Kambele, lorsqu'il parlait du code minier. Le code minier, certainement, a subi des modifications dans le sens positif. Certainement que jusqu'aujourd'hui, depuis que ce code a été revisité, moi-même, j'ai travaillé en 2002, n'est-ce pas, dans l'élaboration avec la Banque mondiale, qui a d'ailleurs généralisé presque en Afrique centrale les différents codes miniers, les différents codes forestiers, etc. Et puis bon, on a copié, quoi. On a fait des adaptations. Mais ça n'a pas apporté des dividendes. Et il faut qu'à un moment donné, lorsque nous avons par exemple des gens qui sont des géologues, compagnie, etc., puissent nous proposer des choses qui ne sont pas à concordance avec les droits gréco-romains. Parce qu'en fait, c'est ces droits-là que nous sommes en train d'utiliser qui ne donnent pas de dividendes. Je voudrais également dire que Ferdinand a reconnu que, bon, il y a des accords compromettants. Mais c'est lui-même qui dit que nous n'avons pas ces accords. Or, il n'a pas encore vu l'accord, mais il dit que c'est compromettant. Il est compromettant. Donc, alors maintenant, là, on est sur les rumeurs. Il faut faire attention parce que vous connaissez la politique de l'atomisation sociale, diviser pour mieux régner. On veut nous diviser même sur des choses inutiles. Or, quel accord? Nous savons que le président a une vision qui est fondamentalement panafricaine. Lorsqu'on est dans une sous-région, il faut créer des synergies gagnantes, il faut créer des projets fédérateurs, il faut créer des projets intégrateurs. C'est au moins ça. À quoi le Congo va aller s'incliner devant le Rwanda pour chercher quoi que ce soit? Certainement qu'on peut aujourd'hui ne pas avoir de l'argent. On peut dire le Rwanda, nous avons un paquet, vous avez un paquet, allons-y dans la direction de monter une usine de raffinerie par exemple de coltan. On peut le faire. Nous sommes des pays africains. C'est pas pour rien qu'il y a cette région. Excusez. Le Rwanda et l'Ouganda, un pays à problème que Kabila a évité à son temps, mais vous les avez ouvert les bras. Je suis pas très d'accord avec ça. Okay. Félix, le président opère à ciel ouvert. Il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de chuchotement, etc. Mais lorsqu'il faut aller n'est-ce pas, dans la direction de pouvoir dédramatiser les relations politiques, et bien voilà, nous faisons ceci. Et on les dit à ciel ouvert. Il n'y a pas de cache-cache, etc. Et vous savez, le système d'infiltration des Rwandais, des Ougandais dans ce pays date, vous savez, de l'arrivée de l'AFDEL. Ce n'est pas Ferdinand qui va me contredire. Okay. Et donc, cette infiltration qui devenait une profession, où on y allait en série, est reconnue par tout le monde qu'aujourd'hui on est infiltré, on a des virus à l'intérieur des institutions de la République à cause d'une politique qui a été pratiquée. C'est pas Félix qui a fait ça. C'est très important. Donc, je voudrais simplement dire que c'est important de ne pas trop prendre du temps pour dire mais vous avez été à l'opposition et vous êtes arrivé et pourquoi vous n'avez pas redressé la situation? Encore que lorsqu'on veut faire une comparaison rationnelle, il faut savoir déterminer le temps. Vous avez fait combien de temps, nous avons combien de temps, et quelle était l'ampleur du dégât, pour que véritablement combien de temps nous pouvons véritablement changer la situation. Ça aussi, c'est un discours plaintif. Non. Quand vous êtes au pouvoir, oh là là, mais on est en train d'avancer. C'est ce qu'on vous reproche, vous, l'UDPS au pouvoir,
Vous êtes un peu trop passéiste, vous vous plaignez un peu trop au lieu de donner des solutions. Mais qu'est-ce que vous voulez comme solution? Regardez, quand on dit que bon, les libertés ont baissé, on arrête les gens, etc. Mais Ferdinand Kambere, pour qui j'ai beaucoup d'admiration à cause de sa lucidité, de sa modération, de sa civilisation. C'est un politique civilisé. Ben, il est là, certainement qu'à un moment donné, il a été inquiété, je ne sais pas les raisons, mais au moins il est sorti, parce que la vérité a triomphé. Mais est-ce que c'est pour autant dire qu'on a reculé? Vous n'avez qu'à faire la comptabilité des hommes et des femmes qui ont été arrêtés de manière, à cause de leur opinion, et qui sont aujourd'hui sortis de prison. Et vous comptabilisez les gens qui, pour des raisons d'infraction d'intérêt commun, et puis sont en prison. Et tout cela, il faut nuancer. J'ai entendu quelqu'un parler de la nuance. Il faut nuancer. Je voudrais également dire que, Ferdinand, vous savez, vous et moi, nous avons une expérience en dehors de l'expérience politique. Et nous devons être en mesure d'apporter aux politiques, politiciens, n'est-ce pas, des choses importantes. J'ai beaucoup aimé quand vous dites, mais c'est depuis 2006 que la Constitution a été promulguée, même publiée, la Constitution du 18 février 2006, etc. Et dans cette Constitution, l'article 3 a retenu la décentralisation. Et il y a une série, n'est-ce pas, de lois, de dispositions, même des textes et règlements. Aujourd'hui, on en a 21 lois. Mais qu'est-ce qui a été prévu? Il a été prévu que nous ayons des entités territoriales décentralisées, en dehors des provinces. Oui. Et la première loi en 2008, cher Ferdinand Kambere, c'est justement de définir les prérogatives des entités territoriales décentralisées, les rapports avec les provinces, les rapports avec le gouvernement central. Mais écoutez, depuis 2006 jusqu'en 2018, où vous quittiez le pouvoir, vous n'avez jamais même pas organisé les élections locales, que vous estimez être utiles. Et vous avez raison de les estimer utiles. Simplement parce que la restructuration géographique d'un pays comme le nôtre pose la problématique de la responsabilisation des entités subalternes à devenir autonomes pour véritablement booster le développement. Ça n'a jamais été le cas. Les personnes ont toujours été nommées au niveau de ces entités. Et ces entités n'ont même pas de programme. Moi-même, j'ai eu l'expérience parce que j'ai travaillé une vingtaine d'années avec la Banque mondiale pour ça. Il n'y a pas de programme, il n'y a que des budgets copiés d'année en année, etc. Et c'est votre... Vous avez élu, vous avez créé une profession par rapport à ça et tout a été complètement chamboulé. Donc, est-ce que nous voulons changer la situation? Oui, nous voulons changer la situation. Ferdinand, vous n'avez qu'à regarder le calendrier électoral. Pour une fois, le calendrier électoral publie les élections nationales, provinciales et locales. Cette fois-ci, même au niveau des villes, au niveau des communes, au niveau des secteurs, au niveau des chefferies, on aura des élections. Donc, nous sommes en train d'apporter le changement. Merci, M. Norbert Mbemba, au cadre de l'UDPS. M. Philemon, donnez-moi la photo de la CENI, parce que on chute par cette question, professeur Kalele. Vous devez quand même nous aider, parce que en Afrique, nous avons des présidents. Mais selon plusieurs sources, ce sont des présidents, les pions de l'Occident. Avant d'accéder au pouvoir, il faut que la communauté internationale puisse vous valider. Il faut. Nous avons l'impression que les élections que nous organisons dans nos pays, ce n'est que de la poudre aux yeux. Alors, la RDC, en 2023, va organiser les élections. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pires, éviter les morts, qu'on ait les élections apaisées, qu'on ait un président légitime, voté par des Congolais? Très bonne question. Là, je dois, sans te flatter, te féliciter pour ton intelligence dans la formulation de la question et t'encourager. Mais avant de donner ma réflexion, je voudrais rappeler deux petites choses. Okay. Le code minier, quand j'arrive au pouvoir, au ministère, je trouve une ébauche
du code minier. Je continue avec cette ébauche. J'en discute en tête à tête avec Joseph Kabila. Nous tombons tous d'accord que le code que nous étions en train d'utiliser présentait trop de désavantages pour nous. Bon, les circonstances, je ne veux pas entrer dans les détails, mais de toutes les façons, on décide de le revoir en faisant en sorte que les Congolais tirent le gros du nouveau code. C'est une des raisons pour lesquelles Joseph Kabila sera chassé du pouvoir. La révision du code minier, avec cette histoire de l'uranium, c'est-à-dire que ceux qui voulaient continuer à profiter de ce code, des richesses du Congo, ne pouvaient pas accepter que une part importante du gâteau leur soit enlevée. Il faut qu'on le sache. Quand on parle des accords, bon, la mémoire, c'est aussi une faculté qui oublie. On ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout savoir tout le temps. Mais jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, je suis parmi les Congolais qui ont analysé tous ces accords. Tout. Officiels et officieux. Ok. Qui les a publiés, y compris dans les réseaux sociaux, qui en a démontré les avantages et les désavantages. Je suis aussi l'un des Congolais qui a attiré l'attention sur le verset de l'accord de Versailles. Quand Hitler décide sous le conseil des moines allemands et des banquiers allemands de faire la Deuxième Guerre mondiale pour se venger, la première chose qu'il fait, c'est revoir le traité de Versailles. C'est-à-dire le texte qui empêchait l'Allemagne de se mouvoir, de se gérer. Il le revoit. Ce que nous aurions dû faire, nous, avec tous ces accords, je parle du principe et non de la stratégie. Nous devrions les revoir. Parce que, quelque part, je dis, parlant d'un confrère qui a été négocié l'accord du 23 mars 2009, c'est le témoin des États-Unis et de l'OUA qui lui pose la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? 3 fois. Vous faites allusion à Raymond Tchibanda. 3 fois. Du oui.
votre pays aura des problèmes. Et nous avons eu ces problèmes. Là, c'est pour les accords. Merci. Mais la question, La CENI. la question de l'accession au pouvoir, nos présidents qui ne semblent pas être légitimes, au moment qu'ils ont le voix de la population, est-ce les élections que nous organisons? Ce sont les élections qui émanent à l'indépendance de nos pays ou bien comment? Non, à la colonisation a succédé la néocolonisation. Je crois que l'exemple le plus patent pour comprendre ce qui se passe en Afrique, c'est la relation de la France avec ses anciennes colonies, telles que vous les vivez maintenant au Mali, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire. Mais vous l'aviez déjà avec la France et la Guinée. Quand De Gaulle pose le problème du référendum, qui sont les pays, les anciennes colonies qui veulent rester dans la mouvance française? Sékou Touré fait voter non contre l'Union. De Gaulle dit, puisque vous avez refusé, je vais vous casser les côtes. C'est-à-dire que toutes les anciennes colonies qui ont voulu affirmer leur vraie indépendance, les anciennes métropoles leur ont fait la guerre. Nous avons un tableau exhaustif des coups d'État qui ont été perpétrés contre les présidents africains qui voulaient s'émanciper réellement contre la perpétuation de la domination coloniale. Et sous Kwame Nkrumah, vous ne pouviez pas, dans les universités ghanéennes, voir votre mémoire de licence financée par le gouvernement s'il ne portait pas sur l'identification d'un coup, les signes énonciateurs d'un coup d'État. Le coup d'État préparé par les Français, quelles sont ses caractéristiques? Le coup d'État préparé par les Anglais, quels sont les signes précurseurs? C'est comme ça qu'ils faisaient leur coup d'État. Mais nous, au Congo, là, je nous donne tort. Parce que aujourd'hui, les mémoires de licence, les thèses de doctorat, c'est du n'importe quoi. Parfois, c'est des choses tout à fait inutiles. Le mariage chez les Yansi, la chasse chez les Tétéla, mais ça n'a pas d'impact sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les problèmes réels, les vrais problèmes. Les vrais problèmes. Les vrais problèmes. Je renvoie... Ferdinand et Norbert. Ce sont mes jeunes frères. Tous ces messieurs. Malgré qu'ils prennent plus de volume physiquement que moi, ils sont mes jeunes frères. Lisez attentivement la thèse, l'anthropologie coloniale qui nous indique que non, la thèse porte sur les interdits guerriers chez les Tétéla. Merci. C'est écrit par un certain Turner. Merci. Les interdits
guerrier chez les Tétels. Merci. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Qu'est-ce qu'il faut manger Merci. pour gagner la guerre? Merci, professeur Kalele. Anthropologie et impérialisme. Merci. Je vous réserve 30 secondes pour donner. Vous comprendrez ce qui nous arrive ici. Merci. Les Blancs veulent toujours continuer à diriger l'Afrique en nommant les gens à leur sol. Merci. Je vous réserve seulement 30 secondes pour terminer l'émission. Également, M. Ferdinand Kambé aurait fait si on est vraiment à la fin. Je vous donne quelques minutes pour revenir s'il y a les arriérés à payer. Et puis, jeter par la question des élections en RDC, comment faire pour avoir le président légitime et un président qui va porter la souveraineté de la RDC, même partout, et puis s'est présenté. Bon. Je crois que je commence par la dernière préoccupation. Comment avoir un président légitime? C'est lorsque nous savons organiser des élections libres, transparentes et indépendantes. Quand il est... La CENI, la Commission électorale nationale. Oui, mais lorsque... Parce que Yamba Yamba me disait que la CENI a publié un calendrier. Je ne sais pas s'il a bien analysé ces calendriers. Même dans les calendriers passés, toutes ces élections étaient prévues. Et si, dans les 18 ans, peut-être on n'a pas organisé ces élections locales, je me rappelle lorsqu'il était de la volonté de tous qu'il y aura glissement de 2 ans, c'était la préoccupation de nous qui étions du pouvoir à l'époque, qu'on commence par les élections locales pour payer au moins ces arriérés. Mais les prêtres, tous, tout le monde était dans un acharnement, que le problème du Congo, c'était d'abord le départ du président Kabila. Et le professeur Kalele, dans son honnêteté, il reconnaît que ce départ-là, c'était les codes miniers. Donc, ce n'est pas le fait de publier dans un calendrier qu'il y aura des élections locales, que ce calendrier devient réaliste. Nous l'avons démontré. Et l'opérationnalisation des opérations déjà d'identification aujourd'hui, sans déploiement au préalable des matériels qui devaient s'occuper de ça et de la manière que c'est en train de se faire, des scandales au jour le jour en violation. Scandale? Mais bien sûr. Okay. Lorsque des familles, des gens qui vont se faire identifier, c'est faut chasser parce qu'il y a déjà des familles qui doivent passer. Ils sont identifiés comment? Lorsque vous avez, des centres d'inscription qui vous produisent des cartes, des cartes d'électeurs, mais sans effigie identifiée à la personne qui s'est fait identifier. Il y a des photos noir et blanc. Mais tous ces gens-là qui se plaignent, même des vieilles mamans qui ne se reconnaissent pas dans les figures, tout ça est calculé. On sait déjà la fraude massive qui est en train de s'organiser. Lorsque vous expérimentez les codes qui est requis sur cette carte, mais qui n'a aucun élément d'identifiant de la personne qui s'est fait identifier, et qu'on sait qu'aujourd'hui que tout ça rentre dans une planification de la fraude massive, où déjà c'est faux identifié dans le cadre là, c'est la famille telle, c'est l'IDPS qui doit d'abord passer, ainsi de suite. On n'a jamais vu ça. Depuis qu'il y avait CI, CENI, c'est avec maintenant les Yambayamba qu'on commence à voir ça. Donc plusieurs gens vont s'identifier comme Kambere Kalumbi Ferdinand, Ferdinand Kambere Kalumbi et tout ça. Comme le visage, vous ne savez pas les connaître, et les codes qui ne contient aucun élément de l'identifiant de la personne, c'est déjà la fraude et c'est clair. C'est un fiasco. Donc, un fiasco qui a commencé par ça. Donc ça, si on veut un président qui sera légitime, et qui aura cette légitimité qui sera accompagnée, ce n'est pas avec les élections de Kadima ici. Ça, c'est un. Okay. Je suis d'accord avec les deux co-débatteurs lorsqu'on pense que tout le temps que nous cherchons à trouver des solutions aux causes profondes de gouvernance de notre pays, et qu'il faut aller plutôt à l'essentiel. Mais pour la plupart des cas, les gens restent superficiels. Les gens restent l'immédiat. L'immédiat, c'est quoi? Que Kabila parte et toutes les solutions se retrouvent. Il était parti, il est parti, on a vu le contraire. Et on nous dit, bon, vous êtes là, mais les accords, je suis souvent le professeur
l'éminent professeur Kalel, qui revient souvent sur ces accords. Parfois, il revient sur l'accord. Les MERA, ici, vient de parler de l'accord du 23 mars 2023. Mais CM23 ne parle pas de cet accord du 23 mars 2023. Il parle plutôt des accords dont vous parliez là. C'est pas moi qui ai parlé des accords, c'est plutôt... 2009. Non, c'est des accords de 2000. Ici, ils sont venus même à Kinshasa, loger ici. 2009 a été neutralisé par les accords d'Addis Abeba. Je le répète, heureusement, on est en face. Et qu'après l'accord d'Addis, il est toujours malheureux que ce soit les gens qui étaient dans l'opposition avec les M23, parce que les M23 l'affirment, pour obtenir le départ de Kabila, dans les... tout ce qu'il y avait comme mouvement citoyen et opposition pour accompagner les M23. Est-ce qu'il faut donner du crédit aux paroles? Après l'accord d'Addis Abeba, accord cadre d'Addis Abeba, et je reviens tout le temps de ça. Et c'est à cela que je dis, Félix avait toutes les chances de gouverner sans plus être influencé de la manière qu'il l'est aujourd'hui. Nous sommes dans une guerre que nous ne comprenons pas. On nous ramène dans les East African Community, alors qu'avec l'accord d'Addis Abeba du 24 février 2013, il était protégé avec sa constitution. Mais aujourd'hui, on nous parle d'accord de Nairobi, accord de ceci, cesser les faits de là. Nyamilma est tombé hier, il cherche aujourd'hui les M23. Maintenant, il se promène sur un terrain conquis parce que les FARDC ont décroché il y a plus de 40 jours de cela. Vous êtes dans les accords plutôt qui disent que les FARDC seront à second avec les Kenyans qui ont les commandements là-bas, mais à qui les M23 peuvent dire ok, nous acceptons que vous occupiez, ils s'embrassent chaque jour, hein, alors qu'on disait qu'ils viendront. Merci, merci. Donc, je voudrais citer par ceci. De nouveaux accords je voudrais rien amener. Oui, ça veut dire, on est à mal sur le plan de la sécurité et il faudra refaire les choses à zéro. Au moins revenir si c'est que lui a trouvé. Et je parle là de l'accord d'Addis Abeba. Et non l'accord d'Addis Abeba de Nairobi et de Luanda qui nous ramène dans un truc. Nos militaires ne se battent plus. Merci. Alors, donc c'est quand même malheureux qu'on continue à revenir sur ce qui ne sont pas les causes profondes des malheurs des Congolais aujourd'hui, pour justifier une position qui ne vaut plus la peine. Merci, monsieur Ferdinand. C'est également votre mot de la fin, monsieur Norbert Mbemba. Je vous donne aussi le mot de la fin. C'est pour Sekalel qui va terminer avec les 30 secondes restants. Alors, monsieur Mbemba, la question de la CENI est là. Vous, l'UDPS. Donnez-moi la photo de monsieur Kadima, s'il vous plaît. L'UDPS, vous avez inventé les mérites de monsieur Kadima comme un homme compétent. Et c'est lui qui peut changer les choses. Mais on vous reproche déjà, au moment de l'enrôlement, il y a trop de failles. Ça prouve déjà qu'il y aura de fraude au moment des élections, parce que la carte, on n'arrive même pas à identifier la personne qui a eu sa carte. L'amateurisme, c'est avec l'UDPS. Non, il ne faut pas tirer des conclusions non concluantes. Les gens disent, moi je non, c'est pas possible ça. Une carte mal sortie, et on constate que la carte est mal sortie, on fait des critiques, on améliore. C'est la machine, non? Est-ce que c'était une stratégie des chaos, etc. On a importé, c'est pas nous qui fabriquons les machines, etc. C'est une raison de plus, il y a un délai que l'on donne. Lorsqu'on utilise la machine et que ça ne donne pas, on peut venir, on peut améliorer la qualité. Donc là n'est pas de problème. Et on est dans l'accessoire. On cherche la figure de ceci ou de cela. Et c'est cela justement. Est-ce que vous avez, je me suis beaucoup. Est-ce que vous avez triché? Est-ce que vous avez triché les élections? Vous en avez fait même profession. Est-ce que c'était avec la couleur, avec la couleur? Non. Je voudrais que le professeur aussi nous aide à avancer, quoi. Parce qu'il a dit, il a publié tous les accords. Il aurait pu nous aider et l'opinion comprendrait de quelle date à quelle date. Et la publication a eu lieu à quelle année, etc. À ce moment-là, on saura qui a signé quel accord. Parce qu'il a l'impression que ça donne que la responsabilité est confiée, n'est-ce pas, au nouveau pouvoir pour recevoir signer. Bien que le M23 qui est venu il n'y a pas longtemps ici, etc. Mais bon, voilà, les choses sont connues. Les choses sont connues, le président a refusé l'intégration. Donc, je voudrais également dire que la question des CNI et aussi sont au niveau de l'Assemblée.
il n'y a pas eu de réformes agissantes au niveau de la loi électorale. On a voulu faire la compilation du droit gréco-romain. J'insiste. Okay. Et puis bon, on a laissé le droit européen, n'est-ce pas, régner sur nous. Si ils pouvaient bien se poser la question, car dans 5 ans, est-ce qu'un chef de l'État dans un pays en détresse, en situation difficile, peut régner et résoudre les problèmes? Ils auraient déjà la réponse. Et ils chercheraient. C'est impossible. Ils chercheraient. Mais Macky Sall est en train de. Ben voilà. Macky Sall avait déjà dit. Les lignes, hein, bien entendu. Et donc, on n'a pas adapté la Constitution par rapport à nos réalités. Ils endossent la responsabilité. Ils sont victimes de leur propre turpitude. Ils regardent les choses. Et au lieu de changer les choses, ils ne changent pas, ils ne proposent pas. Il n'y a pas d'alternative. Et quand les choses sont opérationnelles, ils disent non, voilà comment on a fait. Je voudrais également dire que la démocratie que nous cherchons, nous avons l'exemple de la Chine. C'est un pays démocratique, mais qui a un modèle qu'il utilise. Il y a un paradigme. Vous savez, Ferdinand, la Chine, dans le parti communiste, a au moins 192 000 personnes qui décident de l'avenir du pays. C'est ça. Et c'est ça la démocratie à la chinoise. Aujourd'hui, il y a des performances. C'est que très clairement, de la même manière que la Chine fait, l'Inde, la Russie, pourquoi nous on ne ferait pas notre part, pour avoir nos propres offres politiques, pour avoir nos propres alternatives? Ça, on ne le fait pas. On est étonné. Je voudrais terminer. 10 secondes, chutez parce que. Je voudrais terminer en disant que l'IDPS, on les reproche. On reproche l'IDPS. Qui vous a dit que l'IDPS avait la majorité au Parlement? N'est-ce pas, c'est le PPRD qui avait la majorité et les alliés, etc. Que dit la Constitution? Excusez, que dit la Constitution? Je m'excuse beaucoup. Que dit la Constitution? Il n'y a que le parti qui est majoritaire ou le gouvernement qui est majoritaire. Par exemple, le Premier ministre. Le Premier ministre, n'est-ce pas, il y avait 65%. Des gens qui sont venus du PPRD et des gens qui ont subi un système, qui ont des séquelles, qui ont des manquetants, qui ont de l'impact et qui aujourd'hui se délocalisent du FCC. Merci. Et ils viennent s'allier. Excusez, c'est très important. Okay. Et c'est les mêmes personnes, les gouverneurs, les administrateurs du territoire, les ministres, tous. Merci. Alors, ils ont une manière de faire les choses, ils ont un comportement, ils ont des attitudes. Merci. Et ce sont les mêmes attitudes qui reproduisent dans les institutions. Merci, M. Norbert. Il faut qu'on nous donne l'occasion de gagner les élections et on montrera des conditions. Merci. Procès les 30 secondes donc conclure avec vous. 30 secondes seulement, 30 secondes. Et les 30, hein, 30 secondes, seulement 30 secondes. Bon, mais dans mes 30 secondes, je vais m'ajouter une demi-seconde de plus. La demi-seconde, c'est que vers la fin là, vous gâchez votre émission. Nous ne sommes pas venus ici pour un débat Kamere Yamba Yamba. C'est ça. UDPS peut perdre, non. Jusqu'ici, c'était très bien. Le conseil que nous donnons, nous le prenons des Américains. American First. America First. Il faut travailler, quel que soit le parti au pouvoir, pour la grandeur du Congo. Comme la France d'abord, l'Amérique d'abord. Tout celui qui accède au pouvoir veut faire du Congo un pays grand, tendant vers un paradis terrestre. Merci. Ce n'est pas une guerre entre les familles politiques. Merci. C'est une guerre pour grandir le Congo. Merci. Et non, là je n'obéis pas. Et laisser des traces. Okay. Quand un président français arrive au pouvoir, il se demande quel est le monument que je vais laisser moi. Merci. Un château, une grande bibliothèque. Merci. Des grandes routes. Merci, professeur Kalele. C'est ça qui devait nous préoccuper. Merci, professeur Kalele, au cadre de la MOCA, la tête pensante. C'est pas l'IDPS qui a supporté Kadima, donc il faut que ça soit très clair. Merci, professeur Kalele, d'avoir répondu à notre invitation également. C'est donc le Congo d'abord, pour lequel nous tous, mentalement,
Nous devons toujours penser travailler. Merci les Congos d'abord. Merci Monsieur Ferdinand Kambere. Et nous, c'est le peuple d'abord. Adjoint du PPRD, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Monsieur Norbert Yamba, panafricaniste. Et aussi, vous êtes au cadre de l'UDPS, directeur adjoint du ministre Asselo, ministre de l'Intérieur. Merci à vous. La réalisation assurée par Monsieur Philemon, Monsieur Lazika, la régie finale, Monsieur Rigen, derrière la caméra, Monsieur Andrick. Suivez la rediffusion à 22h. Sur CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation. Au revoir.